Salut tout le monde. Alors on revient pour un ultime épisode sur The Elder Scrolls 3 Morrowind. Alors je dis ultime épisode en connaissance de cause, parce que vous allez voir que depuis la fin de l'épisode précédent, où je vous avais laissé donc à la sortie de Ruine d'Edric, où j'avais acquis un katana d'Edric, il me restait à aller à Venimal, ou Véminal, pour aller chercher le marteau broyeur, puis aller à Citadelle de Dagoture. Alors tout ça je l'avais déjà fait, je l'avais enregistré, et au moment de terminer ma conclusion sur un épisode d'environ 1h15, et bah paf, tout ça a sauté. Donc il va falloir que je reprenne tout, mais surtout le souci c'est que lors de la phase finale, donc lors du combat contre Dagoth-Ur, j'avais fait plusieurs saves, et donc j'avais écrasé toutes mes saves, et donc la seule save qui me reste, c'est à l'entrée du donjon de Dagoth-Ur. Donc du coup la partie Véminal, on va passer dessus. Cela dit, une fois sorti des ruines d'Edric la dernière fois, il m'a fallu un quart d'heure pour aller à Véminal. C'est juste à côté de... Je sais même plus comment ça s'appelle, là où on avait flingué le vampire la dernière fois. Et puis c'est tout, voilà. Une fois à Véminal, en 5 minutes à l'intérieur, j'avais récupéré le marteau. Et puis après, il n'y avait plus qu'à aller à la citadelle de Dagoth-Ur. Du coup, je reprends la save la plus lointaine. Donc là, on est juste à l'entrée du donjon de Dagoth-Ur. Suis-je à 100 en H? Oui, je suis à 100 en H. Donc, la citadelle de Dagoth-Ur, elle est au fond d'une cuvette. On peut entrer par cette cuvette, en réalité à côté de Odrosal. Ouais, Véminal, c'est là. Et juste là aussi, il y avait, je sais plus, un autre là qu'on a vu la dernière fois. Donc, depuis Odrosal, en fait, il y a un petit chemin sur le côté qui permettait d'arriver à la forteresse de Dagoth-Ur. Donc la forteresse de Dagoth-Ur, c'est encore une ruine Dwemer, hein, comme toutes les forteresses des Dagoth. Et tout en bas, donc attention à la lave, on a une entrée bloquée par une espèce de boule. Il faut aller un peu sur le côté, utiliser la manivelle et revenir. Voilà, vous arrivez chez Dagoth-Ur. Donc chez Dagoth-Ur, il va rester un vampire des Viens cendres. dans la chambre du cœur. Je t'y attendrai. T'en souviens-tu? C'est là que nous nous sommes vus pour la dernière fois. Il y a une éternité de cela. Donc Dagoth-Ur te parle quand tu entres dans sa citadelle. Allez, mini Cthulhu, va mourir. Donc c'est un Dagoth vénère. Si on a un aventurier mort, crochet de maître, sonde de compagnon, tout ça on s'en fout, on n'en aura plus besoin. Là on est au bout du bout du bout. Hein. Alors on va encore se faire attaquer par des assassins. Sur mon premier essai, il a fallu que je charge 5 ou 6 fois pour réussir à me reposer. À chaque fois, je me faisais choper par les assassins. C'est lourdingue, hein. Donc la première partie de la citadelle est très petite. De manière générale, la citadelle de Dagoth-Ur n'est pas très grande. Ici, vous avez une salle avec encore un Dagoth. Donc là, ça n'a plus vraiment d'intérêt de tuer les Dagoth. Il reste un vampire des cendres. Mais il n'est pas dans cette partie-là du tout. Faut juste faire attention à vos stats. Alors, de l'or, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pour l'instant. Viens à moi au travers des flammes et de la guerre. Je t'accueille à bras ouverts. Pourquoi est-ce que je dis qu'on s'en fout, mais pas tant que ça non plus? En fait, il faut savoir que la fin du jeu n'est pas un game over. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand le jeu se termine,
vous allez voir, la fin du jeu c'est la plus anti-épique du monde, si on peut dire ce mot, si on peut inventer ce mot. Et en gros, on vous explique que t'as tué Dagoture, bravo. Mais maintenant, ta destinée est accomplie, tu es donc libre de protéger les gens de Morrowind. Et du coup, en gros, t'as fini la quête principale, c'est bien. Bah maintenant, fais tout le reste. Un peu comme si le but de Morrowind n'était pas de tuer Dagoture. Hein, bon. Alors, on va passer à la zone suivante. Complexe interne. Va chier, connard. Alors il faut savoir qu'il y a un excellent combo, c'est d'utiliser broyeur avec la garde spectrale. Même si vous maîtrisez pas Astrolune. Les armes confondantes. Je t'ai préparé un endroit où résider. Merci mec, mais j'en ai rien à cirer. Bah dis donc. Celui-là il est mort assez vite, c'est bien. Ici par terre il y a un arc, l'arc long démoniaque, c'est certainement l'un des meilleurs arcs du jeu. Dégâts 1,25 pour 8, le mien c'est dégâts 1,20 pour 8, donc vous voyez, en termes d'arc, il n'y a pas tellement d'arcs fabuleux quoi sur ce jeu. Alors on reviendra plus tard sur les compétences, leur effet, leur utilité. Viens à la chambre du cœur et amène garde spectrale avec toi. Ensemble, nous délivrerons le monde de ces faux dieux. Déjà, je trouve que c'est aussi un peu gland. Parce que là, je vais pas dire qu'il vous taunt. Puis, il vous parle, il vous appelle. C'est-à-dire Skeletor. Non, c'est Dagoture. Il vous appelle, pourquoi? Pour que vous alliez le rejoindre. Pour régner sur le monde à deux. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de dire, mais oui, allons-y. Mais malheureusement. Alors, une masse d'armes, c'est probablement d'Edric, tout ça. Bouclier sanguinaire, c'est haché. Regain d'agilité, oui. Parce que je vous le dis tout de suite, sur la fin du jeu, Dagoture, lors du combat final, il va vous pomper vos stats. Lui aussi va me pomper mes stats et j'en ai pas très envie. Donc je me casse. Merde, je peux pas me casser par ici. C'est assez relou. C'est assez relou. Alors voilà, il m'a déjà pompé de la force, oui. Il m'a pompé plusieurs fois de la force. Bon. Ah, et ça, je la regagnerai jamais toute seule. Hein, donc, bon, bah, est-ce qu'on a des potions de regain de force? Oui. Pas tant que ça non plus. Bienvenue, Nerevar. Ensemble, nous serons la loi et la terre. Et nous chasserons les chiens impériaux de Morrowind. T'as que de la gueule, Dagoture. Moi, je veux bien venir avec toi pour ça. Hop, un Dagoture pour toi, le Seigneur des Ossements. Je sais pas trop ce que tu fous là. Bon, ça, c'est du Dagot moisi. Hein. Je veux dire, c'est pas du Vampire des Cendres. Hein. Est-ce ainsi que tu honores la 6e maison et la tribu que nul ne pleure? Viens à moi ouvertement, pas par la traîtrise. Bah si tes gens me laissaient passer, je viendrai à toi sans les tabasser. Hein. Voilà, Dagot Gilvot. Puis, le dernier des vampires des cendres. Puis, il a rendu l'âme. Alors ici on trouve plein de pognon. Puis j'ai envie de dire... Encore une fois, voilà, le jeu vous fera comprendre par la suite que voilà, t'as fini la quête principale, bravo, tu mérites une sucette. Mais c'est tout, quoi, je veux dire, voilà.
Il n'y a pas d'autres récompenses au fait d'avoir fini la quête principale. Et du coup après c'est... Bah, maintenant que c'est fini, balle-toi dans le monde et amuse-toi quoi. En gros. Mais vous verrez ça vous-même. Parce qu'on y arrive là au bout. Complexe des cavernes. Qui est-ce qu'on va rencontrer dans le complexe des cavernes? Je vous le donne en mille. Dagoture. Donc là on arrive sur la fin du jeu, de chez la fin du jeu. Donc je vais faire une save sur là. On va prendre une petite popo de santé. On va rééquiper l'autre ceinture. Alors je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à un combat épique. Dagoture, c'est pas le boss de fin le plus boss de fin quoi. Alors normalement, je vous le dis comme ça en passant avant d'attaquer Dagoture, l'idée de tuer les vampires des cendres, c'est que en théorie, comme j'ai déjà dit, si vous tuez les vampires des cendres, c'est censé affaiblir Dagoture. Pour chaque vampire de sang que vous tuez, c'est censé lui faire perdre 5 points en force, en rapidité, en agilité. C'est censé lui faire perdre 50 PV et 250 de mana. C'est-à-dire que Dagoture, il doit avoir de 700-800 de PV minimum, etc. Bon, il est censé être vraiment costaud. Or, dans les faits, il s'avère que si tu ne tues pas les vampires des cendres et que tu affrontes Dagoture, il est absolument identique à si tu tues les vampires de cendres et que tu l'affrontes. Du coup... Bon, j'ai été tué des vampires des cendres, c'est plus histoire d'eux, quoi, histoire de dire le jeu attend plus ou moins qu'on le fasse, mais il n'y a aucune obligation, ça ne vous aide pas. Et je pense qu'en réalité, Dagoture est en version nerfée. C'est-à-dire que même si tu tues pas les vampires des cendres, le Dagoture que tu affrontes, c'est la version que tu es censé affronter si tu as tué tous les vampires. Parce qu'il est vraiment pas très costaud. Et on va voir ça tout de suite. Donc le voilà, Dagoture, hein, tout vilain là-bas. Bienvenue, Astrelune, en ce lieu où se fait le destin. Tu es le boss de fin de jeu. Donc déjà, tu as un masque absolument ridicule, Dagoture. Mais ridicule, quoi. Il y a quelque chose chez toi? Non, vieux totem bizarre. Et ici une porte fermée. Ok. Allez, parlons. Ça a commencé ici, cela se terminera ici. As-tu des dernières paroles? Préfères-tu abréger et régler notre affaire? Maintenant que te voilà devant moi, il ne peut y avoir qu'une seule issue. Alors tu sais, tout le long du donjon, il t'a dit mais rejoins-moi, on va partager le pouvoir et tout. Et quand tu le rejoins, il peut y avoir qu'une seule issue. J'ai réfléchi à comment te proposer de partager mon pouvoir. Tu pourrais jurer de me servir ou essayer d'acheter ma confiance en m'offrant garde spectrale, lamentation et broyeur. Je me suis dit que nous pourrions redevenir amis, camarades, frères d'armes. Mais ce lieu m'appartient du droit du plus fort et du plus audacieux. Je ne me risquerai pas de le perdre par la ruse de la fourberie de mon adversaire. Je ne te propose pas de marcher. Si tu es mon ennemi, je ne peux pas te faire confiance. Et même si tu n'es pas mon ennemi, je ne peux pas te laisser en vie. Tout va donc se décider ici. Donc en gros, le mec, dès que tu as entendu parler de lui, parce que déjà quand on avait affronté Dagot Garès, je crois, dans la caverne au sud ou au nord de Gnarmok là, on a vu un premier contact avec Dagoture qui nous proposait de le rejoindre pour s'associer. Et là encore il te propose de t'associer. Et quand tu arrives devant lui, il dit ouais bah finalement on peut pas s'associer, il va falloir se battre. Donc ça déjà, quand même, c'est nul. Bon, de la fainéantise. Les mecs avaient pas envie de scripter une fin alternative. En fait, je crois que les développeurs voulaient que la quête principale soit une quête parmi tant d'autres. Et si tu rejoignais Dagoture, si tu l'aidais à vaincre, bah du coup, c'était pas possible de continuer. Donc ça aurait été une quête avec game over directement. Et les développeurs n'ont pas voulu faire une quête game over, au contraire, ils ont voulu faire une quête après laquelle bah, tu peux reprendre le cours de tes quêtes et continuer ton exploration de Morrowind, parce que finalement, l'aventure ne s'arrête pas là. Tu vois? Donc lui il me dit si tu as des dernières questions c'est le moment. Alors lui va me poser d'abord 3 questions. Es-tu vraiment la réincarnation de Nerevar? Je dis non. Enfin je crée mon destin comme tous les héros. Il me dit tu fais preuve de courage. Je te félicite pour ton indépendance et l'audace qui te pousse à enseigner aux dieux quelles sont leurs limites.
Ensuite, si tu l'emportes, comment comptes-tu utiliser le pouvoir du cœur? Parce que en réalité, lui, dans sa caverne, il abrite un cœur, le cœur de l'Orcane. Et c'est de là qu'il tire ses pouvoirs divins, et c'est de là que, de manière générale, les autres demi-dieux, comme Vivek ou Almalexia, tirent leur pouvoir. Donc tant que le cœur est vivant, il reste avec des pouvoirs quasi divins. Et Dagoth-Ur, lui, veut utiliser le cœur pour créer une machine de guerre, en quelque sorte, à Kulakan, une espèce de golem ultra puissant, qui doit être le fer de lance de son armée pour la conquête de Morrowind, puis plus tard de Tamriel. Donc il me dit, si tu l'emportes, comment comptes-tu utiliser le pouvoir du cœur? Veux-tu t'arroger un statut divin? Achèveras-tu Akulakan afin de reprendre Tamriel au septime? À moins que tu ne partages l'énergie du cœur avec tes fidèles, dans le but de donner naissance à une race d'immortels divins. Je veux dire, achever Akulakan. Voilà une noble ambition, et quiconque souhaite faire la guerre au septime ne peut qu'être de mon côté. Quel dommage que nous ne puissions nous faire confiance. C'est toi qui veux pas, mec, hein. Ma dernière question est la suivante. Si j'avais proposé de te joindre à moi, m'aurais-tu remis garde spectrale? Peut-être oui, si j'avais eu des garanties suffisantes. Comme ça n'a guère d'importance, je peux t'assurer que rien n'aurait pu t'aider à partir du moment où j'avais les outils en main. Je regrette de ne pas avoir essayé de passer un marché avec toi, ça m'aurait peut-être facilité la tâche, mais bon, si tu as des questions, pose-les maintenant. Et du coup, on peut quand même lui poser des questions sur pourquoi tout ça, hein. Quel est ton plan par rapport au cœur? Je continuerai à puiser l'énergie du cœur et à la redistribuer au mien, mais aussi à alimenter les vents propageant le fléau afin qu'il touche tous les habitants de Vardenfell, et plus tard tout le reste de Morrowind et de Tamriel. Au bout du compte, tous les mortels du continent connaîtront le contact libérateur du divin. Et par rapport à la sixième maison, elle encadrera notre mouvement. Au fil de leur évolution spirituelle, mes fidèles deviendront prêtres ou guerriers sacrés selon leurs facultés. Ils se prépareront à me servir, leur joie à entrer toujours plus avant dans le monde des rêves divins. Concernant les Dunmer, je vais libérer les Dunmer du joug impérial et jeter les faux dieux du temple à bas de leur piédestal. Je les aiderai à échapper à leur superstition et je leur donnerai une connaissance intime du divin. Puis, quand Morrowind aura retrouvé sa gloire d'antan, il sera temps de voir si les Dunmer se découvrent des ambitions de bâtisseurs d'empire. Qu'est-il advenu des Dwemer, J'ignore ce qu'il est advenu des Dwemer. On m'a empêché d'étudier Garde Spectrale et je ne sais quelle part de pouvoir de savoir qu'Agrenak a pu transmettre à ses outils en plus de sa sorcellerie. Ça fait longtemps que je m'intéresse à lui et j'en suis venu à admirer sa sagesse et son art. Plus tard, lorsque la sixième maison aura triomphé, j'espère avoir le temps de me pencher sur ce mystère. Pourquoi construis-tu Akulakan? Donc le golem qu'il constitue autour du cœur, en utilisant son énergie. Akulakan a 3 raisons d'être. Pour commencer, il sera le champion de mon armée qui libérera d'abord Vardenfell, puis Morrowind et, peut-être, le reste de Tamriel. Ensuite, il me permettra de semer la substance divine issue du cœur. Enfin, il sera mon étendard, le symbole de ma cause, défier l'Empire, délivrer les mortels de leurs anciennes superstitions et partir en croisade contre les dieux. Eh bien, sacrée ambition. Voilà, j'ai plus rien à dire. C'est l'heure de la baston. Vous voyez, il tombe quand même assez vite. Hein. Bon, c'est pas la seule fois qu'on va devoir le tuer, certes. Donc là, il a disparu. Et la porte là-bas s'ouvre. Et on trouve un anneau, l'anneau du cœur. Ici. Alors, l'anneau du cœur, il fait quoi ? C'est un bon anneau, l'anneau du cœur. Alors, maintenant, Dagoth-Ur est là, mais je passe à côté. Je suis un dieu. Comment comptes-tu me tuer? Je compte pas te tuer. Alors vous notez que Dagoth-Ur, quand il vous attaque, il vous baisse vos stats. De manière très importante. Car ni rappel ni intervention ne fonctionne en ce lieu. Allons, dépose les armes. Il n'est pas trop tard pour implorer ma pitié. Implorer ta quoi? Ta pitié? Déjà toi tu vas manger, connard. Je suis pas quitté ouvrier rêveur là. Donc Dagoth-Ur lui-même ne m'a pas suivi. Il est resté là-bas. Alors qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis pas Dagoth-Ur, me direz-vous?
Et vous aurez probablement raison de poser la question. C'est loin d'être idiot. Vous voyez là, ce truc au milieu, c'est le golem Akulakan. Et là-bas, en son sein, c'est le cœur de l'Orcane. Or, le seigneur Vivek m'a expliqué que pour tuer Dagoth-Ur, je devais détruire le cœur en utilisant les armes laissées par Kagrenak. Alors, donc on va utiliser garde spectrale, le marteau d'abord, parce qu'il va falloir faire pour foutre un coup. Ensuite on va sauvegarder ici. Pourquoi? Il est plus là, Dagoth-Ur, mais dès qu'on va frapper le cœur, Dagoth-Ur va se téléporter sur nous. Vous voyez, voilà, là il s'est téléporté en fait. Donc là j'ai tapé le cœur, vous voyez, le cœur a eu un changement dans son skill. Maintenant il faut le frapper plusieurs fois à la dague. Voilà, le cœur a été détruit. Il me faut alors achever Dagoth-Ur. Et c'est... voilà, Dagoth-Ur est mort. Maintenant le problème c'est que j'ai perdu beaucoup de stats. Beaucoup. Non, en force j'ai perdu 3 points. Hein. Je prends une potion de regain de force. Elles sont où? Il faudrait un regain de rapidité. Bon, ça va, j'ai pas perdu trop en rapidité. Un regain de force. Elles sont où mes potions de regain de force? Parce que sinon je peux pas bouger et c'est un peu chiant quoi. Ah mais non, c'est pas ça. Premier Thunder. Et c'est bon. Ah oui. Bon, du coup j'ai détruit le cœur. J'ai tué Dagoth-Ur. Je vous l'ai dit, hein, c'est un combat final absolument pas épique. Pas épique. Voilà. Puis le golem est détruit. Il ne nous reste plus qu'à sortir. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc effectivement, le combat contre Dagoth-Ur et tout, c'est hyper simple. Dagoth-Ur, il est plus facile à tuer que un certain nombre d'autres mobs. En soi, ça peut être un peu déroutant et décevant. Oh, mais qui es-tu? Le fardeau de la destinée ne repose plus sur tes épaules. Tu as réalisé le but de ton existence. Tu es libre. La folie des Dwemer, la tentation à laquelle ni le seigneur Dagoth ni les tribuns n'avaient su résister, le cœur du dieu libéré, la prophétie s'est accomplie. Toutes les trames du destin se rejoignent. Tu as racheté les péchés de ceux qui ont fauté. Si tu es encore capable de pitié, pleure ceux qui ne sont plus. Mais sèche vite tes larmes. Le fléau a disparu et les rayons dorés du soleil réchauffent de nouveau la terre. Tu as toute ma gratitude, Hortator et Nerevarine. Ton peuple se tourne vers toi pour assurer sa protection. Monstres et individus animés de mauvaises intentions menacent toujours le peuple de Vardenfell. Les ennemis abondent et le mal est toujours présent,
Mais la volonté finira par délivrer Morrowind de tous ses maux. Accepte mes remerciements et ma bénédiction, ainsi que ce cadeau. Prends ceci de la main de ta déesse. Ainsi s'achève la quête principale de Morrowind, avec Azura qui nous remet un anneau. Et qui nous dit, en gros, bravo, l'ami, bravo. Alors on a toujours un certain nombre de caractéristiques qui sont affaiblies. De l'endurance, de l'agilité, de la force. Voilà, alors du coup, on va mettre Thunder. Et voilà notre personnage qui en termine avec le jeu. Ainsi s'achève donc l'excellent Morrowind. Donc nous avions terminé la quête principale. Et comme je vous dis, cela ne termine pas du tout le jeu. En gros, quand vous terminez la quête principale, Azura vient vous voir, vous dire bravo, tu as accompli l'œuvre de ta vie. Mais maintenant, il y a encore du mal sur Morrowind. Ton peuple a besoin de toi pour le défendre. Au revoir. Et en d'autres termes, les développeurs avaient conscience que tu finirais la quête principale bien avant de finir de nettoyer le continent. Et du coup, ils te disent que si tu souhaites continuer à explorer Vvardenfell, si tu souhaites continuer à quêter, si tu veux continuer ton ascension dans les différentes guildes, ou les familles, bref dans les factions, tu peux le faire. On ne t'en empêchera pas. Tu as maintenant la meilleure arme du jeu, Broyeur. J'ai même pas montré les stats à un Broyeur, c'est un marteau, dégâts 10 à 70 pour une arme à une main. Comparaison, le truc d'Edric c'était 3 à 44. Donc ça inflige quasiment le double des dégâts de mon katana d'Edric. Donc là, au point où j'en suis, je me dis par exemple, si je m'étais souvenu de la fin et que au départ j'avais décidé de remplacer mettons discrétion, parce que c'est un skill qui sert à rien, par arme contondante, je pourrais aujourd'hui me dire, tiens, voilà, je pourrais attaquer par exemple Blood Moon, donc sur Solstheim, en utilisant mon marteau. Je pourrais aller exterminer tous les ennemis de Vvardenfell. J'ai fait aucune quête à Vivec, à Sadrit Mora, j'ai même pas été, je veux dire, me balader en ville à Molagmar, à Tel Branora, à Vos, à Tel Vos, à Tel Mora, à Tel Arune, à Kul, à Gnisis, j'ai pas vraiment pris de quête. Je veux dire, même à Caldera, j'ai pas pris de quête. J'ai fait tourner autour. Il y a plein d'endroits, plein de quêtes que j'ai pas prises à Aldrune. Donc je disais Vivec, Cœur Eben, Pélagiade. J'ai pas fait de quête là-dedans. En vérité, j'ai pas fait 10% du contenu à faire hors quête principale sur ce jeu. Donc si jamais je me disais tiens, j'ai envie de profiter à fond de ce jeu, de découvrir tout ce qu'il a à m'offrir, et il en a des choses à m'offrir ce jeu, eh ben je peux me prendre par la main maintenant que j'ai ce super marteau, et je peux aller faire ces quêtes, et je peux les faire en utilisant ce marteau pour me battre. Quel est l'intérêt? L'intérêt ce serait que je pourrais encore gagner des niveaux, parce que là si je me bats avec ce marteau pour aller gagner des niveaux, ça me fera pas progresser en termes de niveau. Les skills qui me font progresser, ça va être parade, athlétisme, acrobatie, armure lourde, quoi. Et les autres skills, très peu, parce que je ne peux pas les utiliser tant que ça. Du coup, là, je pourrais monter niveau 42, 43, certes. Si je veux, je peux me prendre un arc et puis essayer de me battre à l'arc pour monter niveau 50. Mais
il n'y a pas d'arc vraiment puissant en comparaison par rapport à ce marteau, c'est dommage, tu vois. Du coup, bah je me dis, si je m'étais souvenu, j'aurais changé, j'aurais remplacé discrétion qui en réalité sert à rien par arme contondante. Voilà. Donc, on a terminé la quête principale sur Morrowind. Le jeu nous autorise à comment dire, à continuer nos aventures, à continuer nos pérégrinations. La mort de Dagoth-Ur a achevé tous les... Alors là, vous notez, j'ai vision nocturne là avec l'anneau d'Azura, et tout de suite, effectivement, c'est quand même vachement plus clair hein, dans les... Ça a tué les vampires des cendres, mais ça n'a pas tué les autres mobs. Notez que je maîtrise pas les marteaux, mais je touche quand même pas mal. Ça pourrait être pire. Donc un Dagoth de moins. Les Dagoth de base ne meurent pas. En même temps que Dagoth-Ur, seuls les vampires des cendres meurent en même temps que Dagoth-Ur. Cela dit, je les avais déjà tués avant, donc il y a peut-être un qui m'a échappé, quoi. Bon, pas chier une pendule pour ça, quoi. Vorus Betrimo, toi tu as le full stuff en vert. C'est une des meilleures armures légères, sinon la meilleure armure légère du jeu. Et t'as un bâton, la crosse de Saint Lyotis. Bon, j'utilise pas le bâton. Et un gourdin d'Edric. Ouais, dégâts 10-12. Hein. C'est particulièrement ridicule. Bon, je vais juste ressortir histoire de voir un peu l'extérieur. Normalement, l'extérieur est ensoleillé. Il n'y a plus cette espèce de vent orangeâtre dégueulasse là. Puis maintenant, même au-dessus du mont écarlate, le soleil brille. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà. Il n'y a pas d'autre issue, j'ai envie de dire, au jeu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un parchemin. Non, j'ai pas un parchemin. J'ai un... Si j'ai un parchemin de pureté du corps. Voilà. Particulièrement puissant en termes de guérison, le parchemin de pureté du corps. Ça donne aussi des buffs à certaines caractéristiques. Cela avec broyeur arme contondante va pouvoir monter très vite. Pourquoi? En fait, broyeur vous l'utilisez en parallèle de garde spectrale. À la place de ces gants qui donnaient fortifié 20 points en force. Broyeur vous donne 20 points en force. Broyeur vous donne aussi 20 points d'endurance. Faire 20 points de vie. 20 points de chance. Donc ça augmente les jolis coups. Ça donne plus 30 aux chances de toucher. Et du coup, ça fait que même si vous avez un score de merde, en compétence arme contondante, eh ben vous touchez quand même régulièrement. C'est très 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 sympa. Là maintenant la compétence arme contondante, je pourrais la monter très vite si je le voulais. Là encore malheureusement ça me permet pas de gagner de niveau. Mais comprenez bien que si je m'étais souvenu de ça au départ, voilà. Et la garde spectrale ça vous donne 10 points de bouclier, donc ça donne 10 points d'armure.
Réflexion 20%, donc 20% des dégâts qu'on vous inflige sont envoyés à l'adversaire. Résistance au fléau 50% et résistance aux éléments 10%. C'est pas énorme, mais voilà. Au final, vous avez quand même beaucoup de buffs. Et quand vous regardez d'ailleurs la ligne des buffs, à ce moment-là, elle est plutôt énorme, la ligne des buffs. Vous voyez la fréquence à laquelle je touche? Je veux dire, ça avec une compétence de 13 dans mon arme. Alors ici, il me semble que j'étais déjà venu sur ce pont. Donc si je peux vous donner un conseil, bah je vous le donnerai après. Parce que là, bon, c'est juste pour montrer, effectivement, voilà, on est du coup sur le mont Écarlate. Voilà, c'est joli, c'est beau, c'est magnifique. On a terminé ce jeu, et Dieu sait que c'est plutôt pas mal. Même si le final, vraiment, je trouve que c'est le point faible de ce jeu. Parce qu'un jeu de cette trempe, ce que j'en attends à titre personnel, c'est quand même d'avoir au moins un côté épique, quoi. Et là, il n'y a rien d'épique, quoi, mais même pas un peu. Rien du tout, quoi. Donc le rempart intangible, lui, il est quand même toujours là, hein. Mais est-ce qu'on peut pas passer au travers? Est-ce qu'il n'a pas disparu, en fait? J'ai l'impression qu'il a disparu, le rempart intangible. Ouais, il a disparu. Ouïe, aïe, ouïe, aïe, ouïe, aïe. Ouf. Eh, j'ai même pas pris de dégâts après une chute pareille. Bah, il n'y a plus de rempart intangible parce qu'il n'y a plus de Dagoth Ur. Il n'y a plus le cœur de Vulcan. Et donc nous en revenons à Aldrune. Voilà. Rendez-vous, et je vous laisserai peut-être. Alors ça c'est un mec qui voulait me donner une quête de ramener d'aller livrer des armes. Je sais plus à qui. Et je l'ai pas fait et du coup le mec il croit que je lui ai volé ses armes. Du coup il me poursuit. Bon. Bref. Je vais arrêter là parce que, comme dit, voilà, le jeu continue, hein, de manière infinie. Il n'y a pas de situation qui crée un game over, à part votre mort. Mais il n'y a pas de situation qui crée un game over sur un Morrowind. Voilà. Du coup. On va revenir sur l'écran principal pour une petite conclusion. Donc Morrowind, l'un des plus grands classiques du jeu de rôle sur PC, qui est l'un des rares jeux qui mérite vraiment l'étiquette jeu de rôle, même si malheureusement le potentiel de choix n'est pas du tout correctement exploité. Je trouvais que les invitations de Dagoth Ur à le rejoindre pour devenir le méchant étaient d'une très bonne idée et que ça laissait du coup une opportunité aux joueurs de choisir de devenir le sauveur de l'humanité ou son bourreau. Et finalement, au final, Dagoth Ur retire ses propositions. Pourquoi?
C'est idiot? Ah bah, c'est comme ça. Posez pas la question, on vous dit, c'est comme ça. Voilà. Du coup, j'ai fait un let's play en mode, comment dire, expéditif. C'est-à-dire qu'au départ, mon but, c'était de faire entre 5 et 10 vidéos sur Morrowind, en me baladant dans le monde pour vous montrer le gameplay, les différents types d'endroits qui existent, et le principe de la progression, et puis je me suis un peu pris au jeu, et au bout d'un moment, donc vers le 15e épisode, quand je suis allé sur le mont Écarlate, et que j'ai mis la main sur cette armure en ébonite, comme d'un autre côté je savais où trouver des armes au moins en ébonite, sinon d'Edric, puisqu'il suffit d'aller dans n'importe quelle ruine d'Edric, puisque les seigneurs Dremora peuvent avoir des armes d'Edric, pour peu que vous soyez niveau 20 me semble-t-il. Donc vous y allez et puis vous rechargez avant de combattre le Dremora jusqu'à ce qu'il ait une arme d'Edric et que vous puissiez la looter. Mais sinon, dès le début du jeu à Balmora, vous avez une épée large en ébonite, donc l'épée du blanc malheur. Donc c'est techniquement la deuxième ou troisième meilleure épée du jeu. Donc tant qu'à faire, ça vous l'avez dès le départ. Si en plus après derrière vous avez une armure en ébonite, techniquement vous êtes littéralement déjà quasiment stuffé quoi. En termes de stuff, vous pouvez trouver un anneau, une ceinture, mais l'apport d'un anneau ou d'une ceinture est somme toute assez faible sur ce jeu, du coup c'est pas très grave. Et finalement, comme mes compétences sont montées assez vite, parce que Morrowind c'est quand même avant tout un jeu de baston par rapport à Oblivion et par rapport à Skyrim, il y a beaucoup plus de combats sur Morrowind. Vous faites 3 pas, vous avez un mob qui vous agresse, et en plus il y a du repop. Donc forcément vous avez toujours de la baston, toujours. Donc vos compétences de combat, elles montent à une vitesse absolument délirante. Puisque là j'ai dû jouer une trentaine d'heures, une grosse trentaine d'heures pour faire cette partie, et j'ai 2 compétences de combat qui sont montées à 100%. Donc oui, ça va très vite quand même pour progresser. Peut-être un peu même trop vite, peut-être. Et la progression se fait assez rapidement. Je vous dis, au bout d'une trentaine de jeux, là j'étais à 84 en armure lourde, j'étais à 73-74 en parade. J'aurais pu gagner au moins 5 à 7% dans chacune de ces 2 compétences. Il m'aurait fallu entre une demi-heure et 1 heure, pas plus, en trouvant des mobs pour me taper dessus dans la nature, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est peut-être l'un des rares reproches que je ferai à Morrowind. En plus de son histoire qui se termine, tu t'attends à un final où tu as un choix et t'as pas de choix. Tu t'attends à affronter quelqu'un qui est un dieu, littéralement, d'Agoth-Ur. Et le mec, tu lui torches la gueule en 10 secondes. Tu t'attends à quelque chose d'épique et c'est pas épique. Une fois que Dagoth-Ur est mort, tu t'attends au moins une cinématique. Là, la cinématique, elle est toute pourrave. Voilà, c'est bravo. Tu as toute ma gratitude. Maintenant, retourne te battre. Ok. Ok. C'est léger, quoi. Donc, le gros point faible du jeu, c'est ça. C'est son final qui est absolument anti-épique. Là où le reste du jeu est tout à fait épique. On te fait rencontrer le Seigneur Vivec, qui est un dieu vivant. On te dit que tu vas devoir affronter Dagoth-Ur, qui est un dieu vivant. On te fait passer des épreuves mais de partout. Il faut que tu sois Hortator, Nerevarine, machin, tout ça. Et tout ça pour finalement aller péter la gueule à un péon que t'as buté 75 mobs plus balèzes que lui dans ton aventure. Donc, oui, le final est totalement... Il tombe à plat. C'est comme un soufflet, tu vois. Il gonfle, et d'un seul coup, il retombe. Voilà, ça c'est le final de Morrowind, c'est vraiment dommage. En dehors de ça, c'est un jeu où tu progresses trop vite. Clairement, je te dis, j'ai niveau 38 en 30 heures de jeu. J'ai plus d'un level up par heure. Moi, j'ai rien contre. Comprenez. Mais si je joue à Skyrim, je vais être niveau 38.
Bon, il faudra peut-être un peu plus que 30 heures de jeu. À mon avis, il faudra peut-être un petit peu plus. Et si je veux avoir 100 dans 2 armes différentes, il faudra un peu plus que 30 heures de jeu, à mon avis. Alors je peux me tromper, hein. Mais je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup... Morrowind est quand même très très orienté combat. Très largement orienté combat. Après Morrowind, c'est aussi un jeu où il y a beaucoup de quêtes à faire qui sont en ville ou pas loin. Et donc pour les quêtes en ville, bah, tu peux te balader via les châssis des marais ou via le bateau. Et tu peux ainsi zapper toute la partie trajet sur l'île à pied. T'es pas obligé, tu peux les faire à pied, hein, les trajets, mais ça va te prendre tellement longtemps que voilà. Donc, si tu connais un peu le jeu, si tu sais, si t'as la carte hein, sous les yeux, je t'assure que tu peux gagner beaucoup de temps. Et là, du coup, j'avais un perso qui était tout à fait prêt à affronter la fin du jeu, alors que j'ai pas fait 10% du contenu du jeu, quoi. Je veux dire, il y a toutes les quêtes de la guilde des mages, toutes les quêtes de la guilde des guerriers, de la guilde des voleurs. Je suis même pas inscrit à la guilde des assassins. Je suis pas inscrit auprès de la maison Lalou, ni Redoran, ni Telvanni. Auprès du temple, j'ai fait 2 quêtes. Donc je veux dire, il y a tellement de factions et j'ai rien foutu. Et par rapport aux quêtes hors faction, aux quêtes de Monsieur Tout-le-Monde, j'ai rien foutu non plus. J'ai fait quelques quêtes en extérieur du côté de Caldera, etc. Oui, bon, ok. Mais il y a tellement de quêtes à faire dans le monde et j'ai rien fait. Il y a tellement de tombeaux et de cavernes à côté desquelles je suis passé et je suis pas rentré et je les ai pas faites. J'ai pas vraiment attaqué de forteresses. Des forteresses, t'en as quoi, 10, 15, 20. Des ruines d'Edric, j'en ai fait quoi, 3 ou 4. Et encore, je suis même pas sûr. Les ruines d'Ouemer, j'en ai fait qu'une. C'était pour la quête de Caius Cosades. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un contenu extrêmement riche sur ce jeu, mais il n'y a pas un stuff énorme. Et comme dit, il y a des endroits où tu peux avoir du gros stuff, comme là j'ai eu mon armure en ébonite. Et une fois que tu as ça, bah c'est le stuff, c'est limite le meilleur stuff du jeu, quoi. Du coup, bah, tu peux l'avoir assez vite, assez facilement, à un endroit, enfin à 2 endroits, parce qu'il y avait le casque en ébonite à un autre endroit, ok. Du coup, ça, je vais pas dire que ça tue la sensation de progression, mais arrivé à l'épisode 15, j'avais acquis la quasi-totalité de mon équipement. Après coup, mais plus restait grand chose à faire. Du coup, la sensation de progression par la suite, c'était quoi? Juste le gain de niveau, pour gagner des points de vie. Et faire augmenter des compétences un peu secondaires. Donc ça c'est vraiment ce qui manque à Morrowind, c'est vraiment d'avoir un côté progression plus régulier qui te pousse à voir le monde, parce que j'ai jamais vu un jeu aussi grand, enfin j'ai rarement vu un jeu aussi grand et riche que Morrowind. Mais en même temps, pour vraiment être motivé à explorer plus le jeu, il aurait fallu tout simplement que je choisisse pareil mes skills principaux et secondaires, plus de skills de combat. Il aurait fallu que je mette armes contondantes. Et ça m'aurait donné envie de rejouer peut-être une dizaine d'heures de plus, histoire de 10 ou 15 heures de plus, histoire de monter à 100 en armes contondantes avec mon nouveau marteau. J'aurais été au sanctuaire d'Azura, le sanctuaire d'Azura où tu récoltes une quête à faire dans les îles de Sheogorath, par exemple. Et j'aurais peut-être été tenté par le fait de continuer mes quêtes pour la guilde des guerriers ou pour la guilde des mages. Allez savoir. Bref, voilà. Et autre point négatif, le jeu ne te dit pas du tout dès le départ à quelle vitesse les skills vont monter. Ce qui fait qu'un skill comme sécurité va monter hyper lentement, armurerie va monter hyper lentement, alors qu'à côté tes skills de combat, eux, vont pouvoir monter très très haut. Et du coup, quand tu crées ton personnage, bah les skills qui montent hyper lentement, au final ça sert à rien de les utiliser. Et de fait, puis il y a un skill que je regrette beaucoup d'avoir pris, bah, par exemple c'est discrétion.
c'est un skill dont je me suis pas servi, qui apporte pas grand chose, qui monte trop lentement et qui échoue trop souvent. Donc clairement la discrétion c'est pas quelque chose dont je suis satisfait sur ce jeu. Et si c'était à refaire, je l'échangerais contre arme contondante. Et là après avec ce perso je partirais sur Solstheim faire le contenu de Blood Moon, équipé du marteau Thunder, n'est-ce pas? Alors, bon, j'ai quand même mentionné un certain nombre de points négatifs. Il n'en reste pas moins que Morrowind, c'est l'un des meilleurs jeux monde ouvert du monde. Une liberté totale sur ce jeu. Au niveau du déplacement, vous avez vu que à un niveau plutôt faible, je suis allé au Mont Écarlate. Je me suis baladé un peu partout. Parce que même s'il n'y a pas un système direct de scaling du niveau des monstres à la Oblivion, il y a quand même un système un peu à la Skyrim. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une zone, l'ordinateur regarde la liste des monstres potentiels dans cette zone et votre niveau, et il vous met des monstres qui sont dans la liste des monstres potentiels et qui correspondent à peu près à votre niveau. Ce qui fait que la première fois que je suis rentré au Mont Écarlate, j'ai eu des esclaves, des cendres, des goules des cendres, des trucs comme ça. Et là, j'ai eu plus facilement des ogrims ou j'ai même eu des dormeurs élevés ou je sais plus quoi là. Que là, j'avais pas dans la nature la première fois que je suis venu au Mont Écarlate. Pourquoi? Parce que quand je suis revenu là sur la fin du jeu, forcément j'étais beaucoup plus haut niveau et donc le monstre a adapté, le jeu a adapté ses monstres. Mais donc globalement, un vrai monde ouvert. Vous pouvez vraiment aller n'importe où sur l'île ou peu s'en faut et vous pouvez vous faire vraiment plaisir. Il n'y a pas de linéarité du tout dans le jeu. C'est vous qui choisissez où vous allez. Est-ce que vous faites de l'exploration? Est-ce que vous faites un focus sur le combat? Est-ce que vous voulez faire des quêtes? Est-ce que vous voulez monter au sommet de la hiérarchie des guildes? Est-ce que est-ce que vous voulez juste vous promener? Le monde est à vous, le monde est tellement énorme. L'île de Vardenfell est tellement énorme. Vous avez tellement de choses à faire. De toute façon, quoi que vous ayez envie de faire, vous avez beaucoup de contenu pour ça. Donc, vraiment, cette liberté totale. Et ça, c'est quelque chose qui donne un plaisir immense. Vous êtes dans l'aventure et vous menez l'aventure à votre gré. Et ce sentiment de liberté, ça, personnellement, ça apporte énormément de plaisir. Je me sens vraiment libre de toute contrainte dans ce monde et ça offre un dépaysement extraordinaire par rapport à la réalité, par rapport à bien d'autres choses. Et vraiment, c'est le genre de sensation qui fait que Morrowind restera probablement toujours pour moi l'un des grands classiques du jeu de rôle sur PC, parce que certes il est à mon sens bien moins bon qu'un Fallout New Vegas parce que il n'y a pas ce côté choix dans l'histoire. L'histoire, il n'y a qu'une seule possibilité et la fin est tout à fait underwhelming, comme disaient les Anglais, quoi. C'est très décevant. Mais pour le reste, c'est un jeu qui a une liberté absolument totale, absolument exceptionnelle, j'ai même envie de dire exemplaire. Tous les jeux monde ouvert devraient prendre exemple sur la liberté d'action qu'offre Morrowind, la liberté de déplacement. Vous commencez à Seydanin, vous pouvez aller n'importe où. Vous voulez aller voir Caius Cossades, vous pouvez. Vous voulez aller de l'autre côté, autour du lac Amaya, et puis après partir à Molagmar ou traverser le Molagamour, et ça, vous pouvez. Et ça marche, relativement. Donc, il n'y a pas de bonne façon de jouer à Morrowind, il n'y a pas de bonne approche. La seule bonne approche, c'est la vôtre. Et rien que pour ça, ça reste un excellent jeu. Ses mécanismes sont très bons. Son système de combat, bien qu'au début du jeu, il soit un peu fastidieux parce que vous allez rater 90% des coups,
il est assez sympa parce que les combats sont suffisamment rapides. Après, clairement, c'est pas hyper dynamique. Il n'y a pas un système d'esquive, de roulade, de machin, tout ça. Bon, ok. Mais c'est comme un système qui est satisfaisant. La seule chose qui manque un peu à ce jeu, c'est des paliers de stuff. Parce que je pense que tu te stuffes trop vite. Par exemple, en armure lourde, t'as le stuff en acier, t'as le stuff orc, et après t'as quoi? Bah tu passes direct au stuff ébonite. Non, t'as le stuff Dwemer. Ah oui, acier, orc, Dwemer, ébonite. T'as 4 niveaux quoi de stuff. C'est pas beaucoup. C'est pas du tout beaucoup. Donc étant donné que tu peux passer 200-300 heures sur ce jeu si tu veux vraiment tout visiter, ça manque de paliers pour pouvoir t'accompagner, parce que l'un des plaisirs de ce genre de jeu généralement c'est de trouver du meilleur stuff. Là au bout de 15 heures de jeu, j'avais relativement les meilleures armures du jeu. Donc partir à la recherche de meilleurs stuff, oui, pourquoi pas, si on veut. Bon, ok. Mais c'est pas... Mais ça allait pas, voilà, m'arriver beaucoup. Donc bref, Morrowind, hein. Je sais qu'en 2017, il revient un peu à la mode via le chapitre de The Elder Scrolls Online, Morrowind. Mais plutôt que de faire ce chapitre qui doit être hyper scénarisé et qui, si j'ai bien compris, se fait en une trentaine d'heures, procurez-vous le jeu de base. Morrowind, il vaut pas très cher, il va pas faire 120 Go à télécharger. De toute façon, ce sera du solo, hein, ça va pas vous changer beaucoup. Alors certes, il est moins beau, mais il a un côté tout à fait enchanteur. Et si vous avez en plus de ça Blood Moon, vous avez un terrain de jeu suffisant pour jouer plusieurs centaines d'heures dessus. Donc vous pouvez faire une partie comme je l'ai faite là. Je pourrais recréer une partie en partant sur armes contondantes et puis surtout l'arc, et puis essayer de faire un gameplay essentiellement à l'arc. Je pourrais essayer la magie. Bref, beaucoup de choses. Bon. Donc vraiment, si vous aimez vous perdre dans un monde, vous dire je suis paumé mais je m'en fous, parce que de toute façon j'avance et je prends du plaisir à découvrir et à voir de nouvelles choses. Si vous êtes là à dire je sais pas ce que je suis censé faire sur le jeu mais je m'en fous, je découvre et j'explore, bah ça, franchement vous allez prendre un plaisir incroyable. Donc voilà, mais écoutez, moi je vous dis à bientôt pour autre chose. Je ne sais pas encore ce que je couvrirai après Morrowind. Je n'ai pas encore décidé. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée. Et achetez Morrowind si vous ne l'avez pas fait. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. C'est comme l'un des grands classiques du jeu vidéo. Allez, ciao tout le monde!